J'ai écouté un YouTuber récemment qui disait qu'il fallait définir la chaîne YouTube qu'on essaie de monter. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise qu'est-ce que je veux faire de la chaîne. C'est autour du livre, ça c'est clair, non? J'aimerais que ce soit autour du livre, mais je ne veux pas être, comment dire, je ne veux pas être de ceux qui disent, qui expliquent ou qui enseignent. Ce n'est pas une chaîne pour enseigner la littérature ou quoi que ce soit. C'est plus pour le simple plaisir de lire. Ce n'est vraiment pas pour enseigner. Et ça a toujours été dans mon cas. Je n'ai jamais su précisément quand je commence un projet ce que je veux en faire. Et pour YouTube, c'est pareil. Je ne sais pas ce que je veux en faire dès le départ. Ça va se préciser avec le temps. Et habituellement, ça se précise par défaut. Disons que par opposition, disons, je fais quelque chose qui ne me plaît pas, donc je définis la chaîne YouTube par opposition à cette affaire-là qui ne me plaît pas. Donc il faut être patient, désolé. Donc aidez-moi, si vous savez décider, aidez-moi. J'aime beaucoup les YouTubeurs qui font des résumés de livres, qui expliquent ou qui montrent à écrire. J'aime beaucoup les écouter, mais ce n'est pas moi ça. Je n'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit. Donc ça va se préciser avec le temps. Les youtubeurs disaient qu'il fallait parler comme à un ami, comme si on parlait à notre meilleur ami. Ça c'est plus dans mes cordes, c'est plus ce qui m'intéresserait. Et donc c'est comme si vous étiez dans mon salon et on parlait autour de ce qui nous intéresse, de là où on est rendu dans la vie, et autour des livres, évidemment. Donc, c'est pour le moment, c'est cette manière-là qui me permet de définir la chaîne. On verra avec le temps. Si vous savez décider, n'hésitez pas à les écrire en bas, ça va m'aider un peu à m'orienter. Je n'ai aucune idée qui écoute les vidéos, ils ne sont pas très écoutés, pour la vérité. Il n'y a pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup de monde qui m'écoute, mais bon, pour l'instant ça va. Ce n'est pas mon but non plus. C'est seulement pour un divertissement. Ce n'est pas mon métier, disons. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en bas. Aujourd'hui, j'ai sorti 1984. J'aime beaucoup les dystopies. C'est le genre de livre qui m'atteigne le plus. Ce n'est pas le genre de livre qui m'amuse le plus, mais disons que je reviens souvent aux dystopies pour des raisons que vous pouvez vous imaginer. C'est ainsi les livres dystopiques m'interpellent par-dessus tout, étant donné ce qui se passe dans l'actualité. Et j'ai trouvé dans ma bibliothèque 1984. J'ai une très grosse bibliothèque, j'ai plusieurs pièces de chez moi sont remplies de livres. Donc ce n'est pas... Là, je suis dans mon bureau, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le reste de la maison, il y en a des bibliothèques bien garnies. Je fréquente régulièrement la bibliothèque du quartier. Sauf que je crois que la bibliothèque du quartier n'est pas très bien garnie. Il aurait besoin de plus de subventions et il aurait besoin des investissements gouvernementaux. Et donc, c'est un problème parce quand on désire un livre, ça peut prendre des mois avant d'avoir le livre. Donc, ce serait bien qu'il y ait plus de subventions. Mais les filles de la bibliothèque s'efforcent de faire des activités vraiment intéressantes. Il y a souvent des invités, il y a des activités autres qu'essentiellement littéraires autour du livre, mais disons des conférencières ou différentes activités autour du livre où il y a vraiment beaucoup d'investissement de leur part pour faire des activités pour la communauté. Aussi, quand il fait à Montréal, quand on a une canicule ou un froid intense ou une canicule, surtout la canicule quand il fait très chaud, ils invitent la population qui n'a pas d'air climatisé à la maison d'aller se réfugier à la bibliothèque. C'est pendant l'été, il peut faire très chaud et ça peut incommoder certaines personnes qui n'ont pas l'air climatisé. Donc la bibliothèque invite la population à aller se réfugier dans les bibliothèques. Les bibliothèques sont ouvertes plus longtemps dans ce temps-là. Donc aujourd'hui c'est 1984. C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter les vents mauvais.
Il passa rapidement la porte vitrée du bloc de la Maison de la Victoire. Pas assez rapidement, cependant, pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Léa sentait les choux cuits et les vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur trop grande pour ses déploiements intérieurs était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'1 mètre, le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était l'une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère vaceux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage d'escalier de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre ce qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver, qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers les carreaux de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petites remous de vent faisaient tourner une spirale de poussière et des papiers déchirés. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis des affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage et la moustache noire vous fixaient du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche dont un angle était déchiré battait par à coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, Ang Sok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan trimestriel. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se brancha-t-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. Winston restait les dos tournés au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pu être révélateur, c'était plus prudent. À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité où il travaillait s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il, avec une sorte de vague dégoût. Il essaya d'extraire de sa mémoire quelques souvenirs d'enfance qui lui indiquaient si Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Mais c'était inutile. Winston n'arrivait pas à se souvenir. Rien ne lui restait de son enfance, hors une série de tableaux brillamment éclairés.
sans arrière-plan et absolument inintelligible. Le ministère de la Vérité, frappé par sa différence avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des 3 slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans Londres, il n'y avait que 3 autres constructions d'apparence dimension analogue. Elles s'écrasaient si complètement l'architecture environnante que du toit du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les 4 simultanément. C'étaient les locaux de 4 ministères, entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la Vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts, le ministère de la Paix, qui s'occupait de la guerre, le ministère de l'Amour, qui veillait au respect de la loi et de l'ordre, le ministère de l'Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms en 9 langues étaient Mini-Vert, Mini-Pax, Mini-Amour, Mini-Plein. Le ministère de l'Amour était le seul réellement effrayant. Il n'y avait aucune fenêtre. Winston n'y était jamais entré et s'en était même jamais trouvé à moins d'1 kilomètre. C'était un endroit où il était impossible de pénétrer, sauf pour affaires officielles, et on n'y arrivait qu'à travers un labyrinthe de barbelés enchevêtrés, des portes d'acier, des lits de mitrailleuses dissimulés. Même les rues qui menaient aux barrières extérieures étaient parcourues par des gardes en uniforme noir à face de gorilles, armés de matraques articulées. Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression de tranquille optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du de l'écran. Il traversait la pièce pour aller à la minuscule cuisine. En laissant le ministère à 7 heures, il avait sacrifié son repas de la cantine. Il n'ignorait pas qu'il n'y avait pas de nourriture à la cuisine, sauf un chignon de pain noirâtre qu'il devait garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prit sur l'étagère une bouteille d'un liquide incolore qui portait une étiquette blanche, où s'inscrivait clairement le mot « Gêne de la victoire ». Le liquide répandait une odeur huileuse, écœurante. Winston en versa presque une pleine tasse, s'arma de courage pour supporter le choc et avala le gin comme une médecine. Instantanément, son visage devint écarlate, et les larmes lui sortirent des yeux. Le breuvage était comme de l'acide nitrique, et de plus, on avait, en l'avalant, la sensation d'être frappé à la nuque par une trique de caoutchouc. La minute d'après, cependant, la brûlure de l'estomac avait disparu, et le monde commença à lui paraître plus agréable. Il prit une cigarette dans son paquet froissé marqué « Cigarette de la victoire » et imprudemment la tint verticalement, ce qui fit tomber le tabac sur le parquet. Il fut plus heureux avec la cigarette suivante. Il retourna dans le living room et s'assit à une petite table qui se trouvait à gauche du télégramme. Il sortit du tiroir un porte-plume, un flacon d'encre, un ink quarto épais et vierge au dos rouge et à la couverture marbrée. Le télégramme du living room était, pour une raison quelconque, placé à un endroit inhabituel. Au lieu de se trouver, comme il était normal, dans le mur du fond, où il aurait commandé toute la pièce, il était dans le mur, plus long, qui faisait face à la fenêtre. Sur un de ses côtés, là où Winston était assis, il y avait une alcôve peu profonde qui, lorsque les appartements avaient été aménagés, était probablement destinée à recevoir des rayons de bibliothèque. Quand il s'asseyait dans l'alcôve, bien en arrière, Winston pouvait se maintenir en dehors du champ de vision du télégramme. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais aussi longtemps qu'il demeurait dans sa position actuelle, il ne pouvait pas être vu. C'était l'aménagement particulier de la pièce qui avait en partie fait naître en lui l'idée de ce qu'il allait entreprendre. Mais cette idée lui avait aussi été suggérée par l'album qu'il venait de prendre dans le tiroir. C'était un livre spécialement beau. Son papier crémeux et lisse, un peu jauni par le temps, était d'une qualité qui n'était plus fabriquée depuis 40 ans, au moins.
Winston estimait cependant que le livre était beaucoup plus vieux que ça. Il avait vu traîner à la vitrine d'un bric-à-brac moisissant dans son sordide quartier de la ville, et avait immédiatement été saisi du désir irrésistible de les posséder. Les membres du parti, normalement, ne devaient pas entrer dans les boutiques ordinaires. Mais la règle n'était pas strictement observée, car il y avait différents articles, comme les lampes de rasoir, sur lesquels il était impossible de mettre la main autrement. Il avait d'un rapide coup d'œil parcouru la rue du haut en bas, puis s'était glissé dans la boutique et avait acheté les livres $2,50. Il n'avait pas conscience à ce moment-là que son désir impliquait un but déterminé. Comme un criminel, il avait emporté dans sa serviette ces livres qui, même sans aucun texte, étaient compromettants. Ce qu'il allait commencer, c'était son journal. Ce n'était pas illégal, mais s'il était découvert, il serait, sans aucun doute, puni de mort ou de 25 ans au moins de travaux forcés dans son camp. Winston adapta une plume au porte-plume et la suça pour en enlever la graisse. Une plume était un article archaïque, rarement employé, même pour les signatures. Il s'en était procuré une, furtivement et avec quelques difficultés, simplement parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux appelait les tracés d'une réelle plume plutôt que de ces raflures d'un crayon à encre. À vrai dire, il n'y avait pas l'habitude d'écrire à la main. En dehors des très courtes notes, il était d'usage de tout dicter au phonoscript, ce qui, naturellement, était impossible pour ce qu'il se projetait. Il plongea la plume dans l'encre, puis hésita une seconde. Un tremblement lui parcourut les entrailles. Faire un trait sur le papier était un acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit 1984.